نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Cette fois, le départ est bien réel. Des bus ont quitté Alep Est avant ses derniers occupants. Direction Idlib dans le nord-ouest de la Syrie sous la protection de l'armée russe. L'intervention de Moscou en Syrie au menu du dernier sommet européen de l'année à Bruxelles où François Hollande a condamné la Russie qui ne tient pas ses engagements face à la crise humanitaire à Alep. Et le président russe Vladimir Poutine est arrivé au Japon ce jeudi. Au programme de cette visite officielle, des dossiers économiques principalement, mais l'épineuse question des îles Kouriles devrait être aussi évoquée. Je vous disais en titre au début, ce qui quitte Alep Est avec ses derniers occupants assiégés depuis 4 mois et des ambulances aussi pour prendre en charge les blessés. Et 4000 rebelles et leurs familles doivent être évacués ces prochaines heures. Ils emprunteront un corridor spécial en direction d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie sous la protection de l'armée russe. Cette fois, le départ est bien réel après l'échec mercredi d'un premier accord d'évacuation. Les explications de Pierre Leduf. Ce carrefour d'Alep Est est inhabituellement agité. Ces civils s'apprêtent enfin à être évacués alors qu'on entend le bruit des combats, malgré la trêve qui vient d'être annoncée. Depuis son entrée en vigueur à l'aube, les ambulances du Croissant Rouge ont commencé à prendre en charge les blessés par le passage de Ramousset à l'entrée sud de la ville. À Damas, le régime affirme en faire sa priorité. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est d'assurer la sécurité des civils, pas des militants armés. Notre but ultime est qu'ils puissent être évacués en toute sécurité et nous allons faire de notre mieux pour les protéger. Mais concernant ces combattants armés, un accord a aussi été finalement conclu ce matin. Ils sont évacués en priorité, après les blessés et avant les civils. 20 autocars et 10 ambulances ont été affrétés pour acheminer 5000 rebelles et leurs familles en direction d'Idlib, l'un des derniers bastions de la rébellion, situé à une 50aine de kilomètres. Il y a eu plusieurs tentatives de cessez-le-feu ces derniers jours. Ce matin, il a été confirmé après avoir été tout d'abord démenti mercredi soir par le régime syrien et son allié chiite, le Hezbollah. En cause notamment le sort de 2 villages et de leurs 15 000 habitants à majorité chiite. Situés dans la province d'Idlib, Kafraya et Fouaya sont encerclés par les rebelles. L'Iran avait fait de leur évacuation une priorité à la dernière minute. Mercredi encore, plus d'une dizaine d'obus se sont abattus sur Alep. Après un mois d'une offensive fulgurante, les forces pro-gouvernementales sont désormais en passe de reprendre totalement le contrôle de la 2e plus grande ville de Syrie. Tour à présent sur les précédents accords pour l'évacuation de civils et des rebelles avec Serine Bey. Ces habitants viennent d'arriver à Damas. Nous sommes le 29 décembre 2015 et ils sont plusieurs centaines à avoir pu quitter les villages de Foua et Kefraya après un accord entre le pouvoir syrien et les rebelles. C'est une grande joie pour nous, quelque chose que nous n'aurions jamais pu espérer. J'espère juste que les autres membres de ma famille, toujours là-bas, s'en sortiront aussi. Nous serions vraiment heureux. Foua et Kefraya, 2 villages à majorité chiite situés dans la province d'Idlib. L'Iran exigeait l'évacuation des blessés dans ces localités en contrepartie de celle des habitants d'Alep Est. Il y a un an, les rebelles avaient autorisé les habitants de ces villages à se rendre à Damas, en échange d'une concession de la part des forces loyalistes. Ces dernières devaient permettre elles aussi l'évacuation de centaines d'habitants de la ville de Zabadani, située tout près de la frontière libanaise et contrôlée par les insurgés. Ces habitants ont ainsi pu passer la frontière et se réfugier au Liban. À une dizaine de kilomètres de Damas, Daraya. Après un siège de 4 ans imposé par le gouvernement, les derniers opposants au régime quittent la ville en août dernier en vertu d'un accord conclu avec le pouvoir syrien. L'armée reprend le contrôle de Daraya et autorise l'évacuation de plus de 300 habitants en septembre. Seule grande ville à avoir été évacuée, Homs. C'est de là qu'était partie l'insurrection contre le régime en 2011. Asphyxiés par un long siège et de violents bombardements, les rebelles ont accepté de se retirer de la ville en mai 2014. En septembre dernier, près de 120 combattants rebelles ont pu être évacués avec leurs familles et emmenés dans le nord de la province de Homs.
Sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour son rôle en Ukraine, intervention de Moscou en Syrie. Les dossiers brûlants ne manqueront pas pour des chefs d'État et de gouvernement en terrain miné ce jeudi au sommet européen de Bruxelles, le dernier d'une année affectée par le Brexit. Raphaël Vivant nous en dit plus. Programme chargé pour les leaders européens lors du dernier sommet de 2016. Premier dossier à être étudié, la crise migratoire et surtout le pacte entre l'Union européenne et la Turquie. Ces derniers jours, Ankara avait exigé que Bruxelles tienne ses engagements. Quand l'accord sur les migrants et la libéralisation des visas sera-t-il effectif? Le calendrier devrait être clair et concret. Nous, les citoyens, nous perdons patience. Maintenant, nous allons faire notre dernière proposition. Les mesures devront être toutes appliquées. Sinon, nous suspendrons l'accord migratoire. Des revendications qui interviennent dans un contexte de blocage total des négociations sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'UE. Autres thèmes qui seront abordés par les dirigeants européens, la situation en Syrie et plus particulièrement la chute d'Alep. Mais aussi les sanctions contre la Russie pour ses actions en Ukraine. Celles-ci doivent normalement être levées fin janvier 2017. Nous parlerons de la situation en Ukraine et à Minsk, où rien ne change. C'est pourquoi il faut une nouvelle fois prolonger les sanctions contre la Russie. Mais le dossier qui focalisera probablement l'attention, c'est le Brexit. Il sera évoqué lors d'un dîner auquel n'est pas conviée Theresa May, la première ministre britannique. Les 27 dirigeants devraient prôner l'ouverture des négociations avec le Royaume-Uni le plus rapidement possible. Londres, elle, pourrait proposer la mise en place d'une période de transition avant sa sortie de l'UE pour éviter de perturber son système financier. Dans tous les cas, Theresa May s'est déjà engagée à lancer la procédure de divorce avant la fin mars. À son arrivée au sommet européen, le président français François Hollande a condamné l'attitude de la Russie qui prend des engagements et ne les tient pas face à la crise humanitaire à Alep. On l'écoute. Si les efforts ne sont pas faits, je l'ai dit, les régimes qui soutiennent Bachar el-Assad prendront la responsabilité de cette situation extrêmement grave pour les populations. On ne peut pas laisser des femmes, des hommes, des enfants être soumis à des bombardements, enrôlés de force, menacés pour leur sécurité et traités d'une manière aussi indigne. Il y a un moment où il faut répondre de ces actes. Et quand on me demande, il faut parler à la Russie, je parle sans cesse à la Russie. La Russie prend des engagements qu'elle ne tient pas. Alors maintenant, il est temps qu'on arrive à cette trêve et à cette urgence humanitaire si nécessaire. Depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011, la guerre en Syrie a donc fait plus de 300 000 morts, plus de 10 millions de déplacés et de réfugiés. La plupart ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment au Liban. Certains pourraient être accueillis en France prochainement. Le reportage de Marine Pradel. Bonjour. Beyrouth, dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Vous êtes ici pour qu'on étudie votre demande de réinstallation en France. Une dizaine de familles syriennes passent aujourd'hui un entretien devant des officiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Donc moi je vais vous poser des questions sur vous, sur votre famille et surtout sur la situation en Syrie pour bien comprendre pourquoi vous avez quitté votre pays et quel est votre besoin de protection. Le principal critère de sélection pour cette réinstallation humanitaire, la vulnérabilité des réfugiés. Ils m'ont posé des questions sur ma vie en Syrie et au Liban, des questions normales. Mohamed est père de 5 enfants. Sa maison à Homs a été partiellement détruite dans le bombardement de son quartier en 2012. Depuis, lui et sa famille sont réfugiés au Liban. Pourquoi je veux aller en France? Pour donner un avenir à mes enfants, pour leur donner une chance d'avoir une vie normale. Ici, ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont rien. À la fin de cette mission, l'OFPRA aura sélectionné en tout 1500 Syriens pour l'année 2016. 1500 réfugiés de plus suivront en 2017. Dans un pays comme le Liban, où il y a plus d'1 million de réfugiés, en accueillir 3000 en France nous permet d'exprimer notre solidarité avec le Liban. Mais nous savons bien que cette solidarité, elle doit emprunter d'autres voies aussi. Raison pour laquelle le président de la République, lorsqu'il est venu en avril à Beyrouth, a aussi annoncé 100 millions d'aides au Liban pour faire face aux conséquences de la crise syrienne. Qu'il passe par la réinstallation humanitaire ou par le droit d'asile, au total, depuis le début du conflit, environ 7000 Syriens ont été ou sont en passe d'être accueillis en France. La France, c'est un pays civilisé et humaniste. Donc nous,
Peu importe où on nous installe, on sera heureux. À titre de comparaison, l'Allemagne a accueilli 6 fois plus de réfugiés sur la même période. Au Liban, toujours, le président du Parlement, Nabi Berri, s'est exprimé ce jeudi en faveur de l'adoption d'une nouvelle loi électorale basée sur le scrutin proportionnel, un mode de scrutin qui contribuera à propulser le Liban dans l'avenir, selon Berri, qui s'exprimait lors d'un forum sur la modernisation du Parlement par le numérique. La loi dite de 1960, actuellement en vigueur, prévoit un scrutin majoritaire plurinominal, mais elle est critiquée par toutes les composantes politiques du pays qui appellent à l'adoption d'une nouvelle loi au Parlement. Maintenant, en Tunisie, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté pour dénoncer une loi qui permet à un homme d'échapper à des poursuites pour des relations sexuelles avec une mineure en épousant sa victime. Une pratique qui existe encore au Liban et en Turquie. Sophia Lavi nous en dit plus. Réviser l'article de la honte. C'est le slogan que scandent ces dizaines de manifestants, pour la plupart des femmes, rassemblées devant le Parlement tunisien. On veut que, en particulier, cette loi 227 bis soit abrogée par rapport donc au viol et au fait de forcer les filles à se marier avec le violeur. En Tunisie, la loi permet en effet à un homme ayant eu des relations sexuelles consenties ou forcées avec une mineure de l'épouser pour ne pas être inquiété par la justice. Une pratique toujours d'actualité puisqu'un tribunal tunisien vient d'autoriser le mariage d'une fille de 13 ans enceinte d'un proche de 20 ans. Même loi, même combat au Liban. Une robe blanche ne couvre pas le viol. Voilà le message de ces manifestantes. Si un groupe de députés tente actuellement de faire abroger la loi qui dépénalise le viol, tout le monde n'est pas de cet avis. L'ordre des avocats libanais, notamment, demande le maintien de ce texte quand les époux sont consentants. En Turquie, où ce type de loi n'existe pas, la société civile est néanmoins mobilisée pour éviter son introduction dans le droit. En novembre dernier, le gouvernement turc a proposé un texte allant dans ce sens, avant de faire marche arrière devant le tollé suscité dans l'opinion publique. Nous sommes soulagés que ce texte soit retiré, mais ce n'est pas terminé. Le projet a été présenté en urgence et a été retiré aussi vite par la Commission. Je crois qu'ils vont le ressortir dans quelques temps. La société civile turque reste donc sur le qui-vive, car un vent conservateur souffle depuis quelques années sur la Turquie d'Erdogan et de son parti, l'AKP. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé au Japon ce jeudi. Il a notamment rencontré le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au programme de cette visite officielle, des dossiers économiques principalement. Mais l'épineuse question des îles Kouri devrait être aussi évoquée. Et Pékin souhaite que Moscou lui rende 2 des 4 îles saisies par l'armée rouge après la capitulation du Japon en 1945. En échange, Pékin offrira à la Russie technologies et capitaux pour développer son Extrême-Orient colonisé par les marchands chinois. 3 mois avant le lancement officiel du Brexit, le dossier sera étudié ce soir par les 27 qui se réunissent à Bruxelles sans le Royaume-Uni. Une partie de poker menteur où chacun avance masqué et espère obtenir le maximum de la partie adverse. Pour l'instant, face à Londres, les 27 font front commun dans une unité rarement vue au sein de l'Europe. Axel May. C'est la question qui se pose actuellement au Royaume-Uni et à Bruxelles. La sortie de l'Union européenne passera-t-elle par un accord provisoire, une période de transition? Le ministre britannique en charge du Brexit laisse planer le doute et fait dans la métaphore. Nous devons savoir où nous allons avant de nous prononcer sur la transition. Si vous construisez un pont, vous devez avoir les 2 rives avant de construire ce pont. Theresa May s'est donné jusqu'au 31 mars pour entamer la procédure de divorce avec l'Union européenne, un projet qui pourrait donc passer par une période de transition, sachant qu'au sein du gouvernement conservateur, de nombreuses divergences existent, divergences en matière d'accès au marché unique, en matière aussi de contrôle migratoire. En face, les 27 affichent pour l'instant leur unité. Pour eux, soit on est dans l'Europe, soit on est dehors.
Le négociateur en chef, le Français Michel Barnier, l'a récemment rappelé. Les négociations ne devront pas durer plus d'1 an et demi. L'idée, c'est qu'une fois le processus de Brexit officiellement lancé, il se concrétise dans les 2 ans, comme le prévoit le traité européen, soit un feu vert définitif en 2019. Et puis sachez que le Royaume-Uni est devenu ce jeudi le premier pays à autoriser la conception de bébés à partir de l'ADN de 3 parents. Une décision historique après le feu vert du comité d'éthique britannique, salué par l'autorité de régulation de l'assistance médicale à la procréation et à la recherche en embryologie. Objectif de cette nouvelle pratique, éviter la transmission d'une maladie héréditaire maternelle. Yahoo, maintenant, a de nouveau été victime d'une cyberattaque. Les comptes de plus d'1 milliard d'utilisateurs ont été piratés en août 2013, d'après le groupe basé en Californie. Les noms, numéros de téléphone et dates de naissance de ses clients auraient pu être dérobés, mais pas les informations relatives aux cartes de crédit et aux comptes bancaires, assure le géant du web. L'origine de la cyberattaque n'a pas été identifiée pour l'instant. Axel May. C'est donc une nouvelle cyberattaque d'envergure dont avoue avoir été victime Yahoo. Selon le communiqué de presse officiel, plus d'1 milliard de comptes ont été piratés en août 2013 par une tierce personne sans davantage de précision. Les noms, numéros de téléphone ou dates de naissance des utilisateurs ont pu être dérobés, reconnaît Yahoo. Le groupe américain assure toutefois que les informations sur les cartes de paiement et sur les comptes en banque n'ont pas été touchées par cette cyberattaque car elles ne sont pas stockées sur le même système. Mais ce consultant en sécurité informatique n'est guère rassurant. Être capable d'accéder aux comptes des utilisateurs est probablement ce qui est le plus inquiétant parce que c'est une porte d'accès vers d'autres sites internet. Même si l'utilisateur piraté ne conserve pas ses données financières ou médicales, en obtenant les informations d'identification, le pirate peut accéder à d'autres informations. Selon Yahoo, ce nouveau piratage est probablement différent de celui révélé il y a 3 mois et qui remontait à l'année 2014 avec 500 millions de comptes visés. Une attaque sans doute commanditée par une puissance étatique, avait alors expliqué le groupe dirigé par Marissa Mayer. Entre ces 2 révélations de piratage en série massif, Yahoo a été aussi accusé en octobre d'avoir espionné certains de ses clients pour le compte des autorités américaines. Le tout au moment où le premier opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, Verizon, a mis près de 5 milliards de dollars sur la table pour acheter les activités de Yahoo. Quant à ses utilisateurs, le géant américain leur conseille une nouvelle fois de penser à changer leur mot de passe. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce les violences sexuelles et ethniques qui ravagent le Soudan du Sud et réclame le déploiement immédiat d'une force régionale de 4000 hommes dans tout le pays. 70% des femmes réfugiées dans un camp d'Ajouba, la capitale, ont avoué avoir été violées. Les explications de Marie Colombel. Le plus jeune pays du monde inquiète plus que jamais la communauté internationale. Le Soudan du Sud est au bord d'une guerre civile ethnique qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. À la veille de l'anniversaire du début de la guerre civile, l'ONU réclame le déploiement immédiat d'une force de 4000 hommes pour renforcer les troupes de maintien de la paix. Le début de la saison sèche est souvent synonyme d'une intensification des combats. Le gouvernement sud-soudanais se dit prêt à accueillir de nouvelles troupes étrangères, mais les Nations Unies craignent que ces soldats ne puissent intervenir en dehors de la capitale. Des violences ethniques perpétrées par les 2 camps ces dernières semaines et les rapports des enquêteurs concernant les violences sexuelles ont alerté la communauté internationale. 70% des femmes dans les camps avaient été violées depuis le début du conflit. Et la grande majorité d'entre elles n'ont pas été violées par des hommes inconnus sans armes, mais par la police ou des soldats. Et un pourcentage choquant de 78% d'entre elles ont été obligées de regarder quelqu'un d'autre en train d'être violé. Le président Salva Kiir a rejeté les allégations de nettoyage ethnique et l'ambassadeur du Sud-Soudan à l'ONU a déclaré que cette session extraordinaire était inutile. Cependant, le président a appelé à la cessation de toute hostilité lors d'un discours au Parlement ce mercredi. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Salva Kiir a également demandé pardon pour les erreurs qu'il aurait pu commettre sans plus de précision. Il n'a pas mentionné le nom du leader rebelle Riek Machar, actuellement en exil en Afrique du Sud. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile depuis fin 2013, provoquée par la rivalité entre le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, respectivement de l'ethnie Nuer et Dinka.
C'est une avancée dont se félicite la Commission européenne. Ce jeudi, le service de positionnement par satellite européen Galileo entre officiellement en service. Les explications dans ce reportage. Ce n'est pas un, mais 18 satellites qui tournent autour de la Terre et à terme 30 satellites en 2020. Ils vont quadriller le globe pour offrir une géolocalisation au mètre près. C'est 10 fois plus précis que le GPS. Galileo, c'est la réponse européenne et civile au GPS américain d'origine militaire. La géolocalisation est la priorité absolue de notre monde numérique. On s'en sert déjà tous les jours dans les transports et les services, et ce n'est qu'un début. Pour le sauvetage en mer ou en montagne par exemple, Galileo pourra détecter un point sur le globe en 10 minutes contre 3 heures actuellement. Plus de précision dans l'espace et aussi dans le temps. Galileo sera capable de dater un signal à quelques milliardièmes de seconde près. Toutes les fonctions d'horodatage sont utilisées pour les transactions financières. Et il y aura plein d'autres applications dans la vie quotidienne. Décidé en 2000, le programme d'école en 2011. Galileo est un projet colossal de plus de 10 milliards d'euros pour combler le retard européen face aux Russes, Chinois et Américains. Aujourd'hui, seul un téléphone et opérateur espagnol sont compatibles Galileo, mais l'Europe espère bien en faire la norme du futur pour faire disparaître l'acronyme américain GPS du langage courant. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Des bus qui quittent Alep Est avec ses derniers occupants assiégés depuis 4 mois et des ambulances aussi pour prendre en charge les blessés. 4000 rebelles et leurs familles doivent être évacués dans ces prochaines heures. Dernier sommet européen à Bruxelles en présence de François Hollande. La Syrie, le Brexit seront au menu des discussions. Et le président russe Vladimir Poutine est arrivé au Japon ce jeudi. Au programme de cette visite officielle, des dossiers économiques principalement, mais l'épineuse question des îles Kouri devrait être aussi évoquée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي